Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié à la compréhension du monde des cryptoactifs dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point sur l'année 2024 en matière d'adoption des cryptos par les épargnants ou les investisseurs particuliers. Nous en parlerons avec Laurent Ovion, directeur innovation et directeur du développement chez DLPK, mais également président de l'ADAN. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous consacrerons au thème de la défense, thème porteur en bourse ces dernières semaines, mais investir dans la défense lorsque l'on est un investisseur particulier, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous poserons la question à Aymeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi à Gilles Constantini, directeur général adjoint chez Amplegest. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, avec qui nous ferons un focus sur les influenceurs en finance. Il décryptera un petit peu cette tendance et nous donnera son avis. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quel est l'état des lieux de l'adoption des crypto-monnaies ou crypto-actifs en France en 2024? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Ovion sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Laurent Ovion. Bonjour. Vous êtes président de l'ADAN, vous êtes également directeur innovation et directeur du développement chez DLPK. Et alors aujourd'hui, on va parler non seulement de l'ADAN, mais de l'étude de l'ADAN portant sur l'année 2024, justement, qui s'est attachée à comprendre quel est le niveau d'adoption des particuliers en France en matière de crypto-monnaie. C'est une étude qui est réalisée tous les ans. Et 2024 rime avec stabilisation, Laurent Ovion. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude à l'heure actuelle. C'est ce qui ressort de l'étude. Effectivement, on a reconduit notre partenariat avec Ipsos pour réaliser cette étude. Donc, étude qui est réalisée également avec Deloitte cette année. Et le constat que nous faisons, 3 chiffres importants à retenir. Le premier, c'est 92% de la population française a déjà entendu parler des cryptos, quel que soit le type de crypto, Bitcoin, les différents stablecoins, les NFT, etc., ouais. etc. Donc 92%, on considère que la totalité de la population française est au courant de ce sujet. On a déjà c'est plus un mystère maintenant, on sait ce que c'est le crypto. On sait ce que c'est dans l'internet. Premier chiffre. Deuxième chiffre, 10% de la population détient au moment de l'étude des cryptos. D'accord. Donc ce chiffre est en léger recul par rapport à l'année dernière, mais il est contrebalancé par un troisième chiffre très important, c'est 32% des Français envisagent faire l'acquisition d'actifs numériques cette année ou dans les années qui viennent. D'accord. Et ce chiffre-là, il est en augmentation de 8 points par rapport à l'année dernière. Et donc, ça démontre, non seulement l'intérêt et la connaissance du produit est croissante, et l'intérêt pour y investir est d'autant plus intéressant. Et puis, il y a une petite baisse des détenteurs qui est peut-être aussi due aux performances des cryptos sur l'année 2024 avec un pic début 2025. Et peut-être que certains en ont profité pour se retirer momentanément du... on peut, parce qu'effectivement, dans les facteurs explicatifs, on peut aller chercher un lien entre effectivement les performances sur les marchés et la détention de crypto pour ceux qui effectivement seraient dans une stratégie plus court terme ou moyen terme, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que entre l'étude qui a été réalisée en 2024 sur 2023 et l'étude 2025 qui est réalisée sur 2024, Bitcoin a fait quasiment x4, x5. Donc on peut comprendre qu'en chemin, certains se sont dit je vais sortir des cryptos parce que j'ai fait x2, x3, etc., etc. C'est une des explications possibles. Après, Ipsos qui analyse les chiffres parle de stabilisation parce qu'on n'est pas non plus sur une chute vertigineuse de la détention. Et si on regarde la trajectoire depuis que l'étude existe, on est passé de 7% à 10% aujourd'hui. C'est 50% de croissance. C'est pas négligeable quand on parle d'un actif financier, même s'il est numérique. Je vois que 30% des acquéreurs environ ont investi pour la première fois il y a 2 ans au moins. Donc on reste quand même dans une phase d'adoption aujourd'hui sur les cryptos, Laurent Ovion. De test presque.
quelque part. Oui, de toute façon, oui, quand on n'est qu'à 10% de détenteurs, se dire il y a des nouveaux, oui. 10% qui n'en ont pas. Donc il y a forcément, on est forcément au tout début de la phase. Et c'est intéressant de creuser le sujet et de se rendre compte qu'effectivement, les différentes vagues de marché, forcément, incitent plus ou moins à s'intéresser au sujet, à y venir, ou au contraire à s'en départir légèrement. Mais effectivement, et c'est corrélé aussi par les échanges qu'on peut avoir avec les membres au sein de la DAN, il y a eu en 2024 un afflux de nouveaux investisseurs assez important et assez conséquent, effectivement. Alors, on voit dans cette étude qui effectivement porte sur 2024, mais une chose qu'on a également vue effectivement lorsque le marché des cryptos a été porté notamment par l'élection de Donald Trump aux États-Unis dans un premier temps et ensuite les différentes annonces qu'il a pu faire sur le sujet, qui ont été interprétées d'une manière ou d'une autre par l'écosystème crypto, mais souvent bien interprété, ça bénéficie surtout à Bitcoin. Et alors là, quand on voit en 2024, les crypto-monnaies les plus achetées par les Français selon la DAN, on est avec une écrasante majorité de Bitcoin, même si derrière on a Ethereum à 33%, mais Bitcoin, 71% quand même des transactions se font sur Bitcoin en France aujourd'hui. Alors Bitcoin, c'est l'étalon, la monnaie phare, le leader incontesté de la cote des crypto actifs et assez logiquement, oui, il trust, il est à près de 71% de détention. Ce qui est plutôt rassurant, honnêtement, parce que Bitcoin est aujourd'hui l'actif qui a le plus de recul, le plus de valeur intrinsèque à moyen et long terme sur la conception de Bitcoin et sur l'ensemble des autres tokens. Je dis régulièrement, je vais le redire parce que c'est important, je crois qu'il y a 25 000 tokens aujourd'hui disponibles à l'achat ou à la vente. Très objectivement, il y en a 24 980 minimum qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, n'existeront plus et seront oubliés. Aux oubliés de la blockchain. C'est pas le cas de Bitcoin, c'est pas le cas d'autres blockchains. On peut parler d'Ethereum, on peut parler de Solana, on peut parler d'autres projets qui s'appuient sur la blockchain et sur un token, mais qui se rapprochent plus de projets, on va dire business. Et donc ça me paraît intéressant néanmoins d'analyser que le comportement des acheteurs, surtout s'ils sont nouveaux, regardent d'abord Bitcoin, s'intéressent d'abord à Bitcoin et éventuellement ensuite aillent voir le reste. Mais ce que vous dites, si je comprends bien, c'est il est fini le temps où on allait chercher la potentielle crypto qui allait prendre de l'ampleur et potentiellement dans un objectif très spéculatif. Ce que vous nous dites là, c'est oui, mais attention, en fait, 95% de ces cryptos toutes petites n'iront pas très loin. Je le disais il y a 2 ans, je le disais il y a 4 ans, je continue de le dire aujourd'hui. Oui, 95% de ces cryptos iront à zéro ou quasi. Ça ne veut pas dire que entre maintenant et le moment où elles iront à zéro, elles ne feront pas un x4, x10, x15. Mais ça reste très spéculatif pour des particuliers. Voilà, ouais. Ça reste de la spéculation pure. De la même manière que vous pouvez faire de la spéculation ou de l'investissement en private equity, sur à l'époque, début des années 2000, tous les jours, vous pouviez mettre de l'argent sur une start-up Internet qui allait révolutionner le monde. Et puis, 5 ans après... Elle n'avait pas toutes révolutionné. Non, pas toutes. Voilà. Et puis 20 ans après, on a les GAFAM. On a quelques acteurs qui tournent autour de ces acteurs-là. Et puis c'est tout. Donc là, ce sera sensiblement un petit peu la même chose. Alors, honnêtement, le potentiel existe toujours. Hein. Vous avez toujours des gens qui vont vous expliquer que vous pouvez faire x100 sur une crypto. Mais je pense que les investisseurs ont un petit peu appris leur leçon aussi, sont un petit peu plus renseignés et éduqués. Le travail de la DAN aide aussi dans sa communication. Et donc, moi, je suis plutôt rassuré de voir qu'il y a un peu de défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les altcoins sur le marché de la part des investisseurs. Très rapidement, on va parler aussi de l'autre volet de l'étude de la DAN qui est le Web3. 2,1 milliards de dollars levés par l'industrie Web3 européenne en 2024. Est-ce qu'on constate effectivement la création au-delà de l'achat de cryptoactifs par des particuliers, d'un écosystème autour du Web3 ou c'est encore balbutiant aujourd'hui, Laurent Vion ? C'est la deuxième partie très intéressante de l'étude et qui est corroborée par d'autres études qui ont été réalisées. C'est qu'il y a véritablement un écosystème français et européen qui est extrêmement dynamique avec une très très belle traction. On sait que 2024 a été une année très difficile sur la partie private equity, sur les investissements. Pour autant, 2 milliards de dollars investis dans les startups européennes dans le Web3.
2023, c'est quand même pas négligeable du tout. Donc on a cette traction-là qui est très intéressante. Petit bémol, c'est précisé dans l'étude. Je rappelle que l'étude est disponible sur le site de l'ADAN en téléchargement. Chacun peut aller la consulter. Quasiment la moitié de ces investissements viennent des États-Unis. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui sont faits en Europe, mais qui viennent de fonds américains. C'est un petit peu dommage sur la partie souveraineté, et on est ravis d'ailleurs de constater que BPI a annoncé en début d'année relancer un fonds d'investissement avec la possibilité d'investir en token pour avoir une dynamique plus européenne sur les investissements qui sont faits dans les startups. Merci beaucoup Laurent, on vient de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADAN, mais aussi le directeur innovation et directeur du développement de DLPK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Que veut dire concrètement investir dans la défense ou investir dans le secteur de la défense? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Aymeric Gastaldi. Bonjour Aymeric Gastaldi. Bonjour. Vous êtes gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Gilles Constantini. Bonjour Gilles Constantini. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint chez Amplégest. Alors le secteur de la défense est revenu sur le devant de la scène depuis quelques semaines, messieurs, avec l'annonce du plan d'investissement européen donc dans le secteur de la défense, et aussi avec l'actualité géopolitique depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que l'annonce du plan d'investissement européen a eu un impact direct sur les marchés financiers et a amené un certain nombre d'investisseurs à se poser la question de et si j'allais investir dans la défense, parce que la thématique a l'air porteuse quelque part en 2025. Et la question que j'ai envie de vous poser, on va commencer avec vous, Aymeric Gastaldi, on va aller directement dans le vif du sujet. Investir dans la défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans les quelques entreprises qu'on connaît en France ou en Europe qui potentiellement produisent des armes ou des choses qui servent à la défense, ou c'est plus large que ça? Alors, c'est assez large en fait. L'univers d'investissement dans la défense, quand on regarde le niveau global, c'est entre 80 et 100 valeurs, globalement. D'accord. Alors, il y a assez peu de pure players, il y a assez peu d'entreprises qui fassent 100% de leur chiffre d'affaires dans la défense, mais on peut estimer que lorsqu'il y a plus de 30 ou 40% réalisés dans la défense, l'acteur est légitime pour faire partie de l'univers. D'accord. Après, il y a les 30-40%, c'est à la discrétion de chacun. Il faut aussi que l'activité défense soit elle-même un driver important de la performance du cours de bourse. Donc, par exemple, un Boeing qui fait 30% de la défense, son cours de bourse n'est pas drivé par la défense. Il y a d'autres sujets. Bien sûr. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et puis, il faut essayer d'identifier les entreprises qui ont ces 30-40% minimum de la défense avec un outil industriel de qualité. Donc Boeing, par exemple, n'est pas une entreprise de la défense, si je comprends bien. Même s'il y a une activité qui peut y être liée, c'est pas considéré comme par un investisseur comme une entreprise de la défense. Nous, on la considère pas comme telle. D'autres, sans doute, le feront. A contrario, une entreprise qui a une exposition similaire à la défense, qui est Safran, nous, on estime que c'est un acteur de la défense parce qu'ils ont un outil industriel militaire de très très grande qualité. C'est eux qui font les moteurs M88 à double flux pour le Rafale. Ils font aussi tout un tas d'équipements pour les visions embarquées pour les soldats sur le champ de bataille. Et donc, leur outil industriel est de très très grande qualité. C'est un vrai élément dans la thèse d'investissement, dans l'accélération de la croissance. Donc, on estime que Safran, typiquement, est un excellent candidat pour les investisseurs qui cherchent une exposition de défense. Mais alors, Safran, c'est un très bon exemple, effectivement, et j'imagine qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des entreprises qui produisent littéralement des machines ou autres qui potentiellement vont servir à des armées, mais simplement une partie d'un avion, d'un Rafale, mais donc stratégique. Et là, du coup, ça rentre dans la thématique de la défense, Aymeric Gastaldi. Mais vous trouverez peu d'entreprises qui font un équipement de A à Z. C'est des chaînes de valeur qui sont très fragmentées. Alors, en bout de chaîne, il y a parfois des grands donneurs d'ordre. On en a aux États-Unis, des Lockheed Martin, etc. Mais on va plutôt essayer de jouer des entreprises qui ont un vrai savoir-faire sur une expertise, une valeur ajoutée, un maillon de la chaîne sur lequel il y a peu de concurrence et beaucoup de marge. Gilles Constantini, c'est ce qu'on essaie de comprendre justement, c'est jusqu'où va cette chaîne. Est-ce que quand on produit de l'acier, on peut être considéré comme valeur de la défense parce que derrière c'est utilisé dans des avions, dans des chars ou autres. Mais tout d'abord, peut-être avant d'aller jusque-là, vous constatez, vous, depuis quelques semaines, que ce sujet pose beaucoup plus de questions côté investisseurs, professionnels, particuliers, épargnants? Oui, alors évidemment, il est évident qu'avec tout le news flow qu'on reçoit toute la journée, c'est devenu un sujet très important pour les investisseurs institutionnels comme pour l'épargnant.
toutefois, ça fait quand même, je regardais les performances sur très long terme des valeurs de défense, ça surperforme les marchés depuis le début des années 90. D'accord. Ah oui, il n'a pas fallu attendre effectivement des annonces politiques pour se rendre compte effectivement que c'était des valeurs qui performaient. Alors, toutefois, il faut quand même avouer que la surperformance des 5 dernières années est absolument spectaculaire. D'accord. C'est vraiment délirant ce qu'on a remarqué, et probablement pour des bonnes raisons, avec des fondamentaux du marché de la défense qui ont significativement accéléré. Mais sur très longue période, le secteur de la défense est porteur. D'accord. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. C'est forcément des valeurs industrielles? Pas forcément. Non. Vous pouvez avoir, alors évidemment, généralement, pour le monde des investisseurs, les valeurs de défense sont mélangées à celles de l'aéro. D'accord. On a parlé de Safran, on a parlé de Boeing, et c'est souvent, typiquement, les analystes vont regarder aéro et défense de manière mélangée. Toutefois, vous pouvez trouver des valeurs dans la cybersécurité, par exemple, alors ça, souvent aux États-Unis ou en Israël, qui vont fournir des logiciels, et donc là, vous n'êtes plus du tout dans le milieu de l'aéro ou des équipements. Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que quand on produit de l'acier, on peut du coup faire partie d'un panel d'investissement, d'un panel de valeurs dans lequel on considère qu'on investit dans la défense? Alors peut-être si 100% de notre production d'acier est dédiée à la production d'accord, donc on reste sur le pourcentage, d'accord. Non, j'aurais tendance à dire que la production d'acier, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, n'est pas réellement liée à la défense. D'accord, même si potentiellement l'activité peut être portée par des commandes en hausse venant de clients qui seraient dans le secteur de la défense, et se dire que indirectement ça peut bénéficier aux fournisseurs. C'est pas directement, on n'investit pas directement sur la thématique défense quand on fait ça. Alors j'ai pas les chiffres en tête, il faudrait regarder en détail la consommation d'acier mondial par type d'activité finale. Je pense pas que la défense représente un pourcentage élevé de la consommation mondiale d'acier. Enfin, je sais pas si non, je suis d'accord. Non, mais je donne un exemple, il y en a d'autres, c'est juste pour comprendre effectivement comment accompagner effectivement cette tendance quand on est investisseur. Est-ce que c'est forcément aller vers des entreprises très identifiées défense, ou est-ce que ça peut être aller vers des fournisseurs aussi qui bénéficieraient indirectement de ça? Non, je pense qu'il faut avoir un spectre large, il ne faut pas avoir d'a priori. Et quand on a cette démarche-là, le vivier, le gisement d'entreprise est très très large. Dans le cas de l'acier, effectivement, c'est un bon exemple parce que ça montre la limite de la démarche. Comme le disait Gilles, en fait, il est peu probable que l'incrément de demande en acier venant de la défense soit suffisamment important pour déséquilibrer le marché de l'acier au point où les producteurs puissent en bénéficier. Donc à cet égard-là, ce n'est pas un play sur la défense. Voilà. Quand on veut se positionner sur cette thématique défense en 2025, qu'on soit investisseur institutionnel ou particulier, mais peut-être plutôt particulier, et qu'on ait envie d'être investi sur des sociétés européennes uniquement, est-ce que le panel d'investissement est suffisamment large aujourd'hui, Gilles Constantini, pour ne se positionner uniquement en Europe ? Ah oui, alors effectivement, il y a des véhicules très bien identifiés par les marchés, des actions cotées pour pouvoir, je dirais, si l'on pense que le marché est porteur, toujours bénéficier de cette tendance forte. Alors, il existe aussi des ETF sur ce domaine-là, des fonds se sont créés sur ce domaine-là. Si on n'a pas envie d'avoir à choisir en tant que particulier individuellement un titre, qu'il s'agisse de Thales, je sais pas, ou d'Assaut Aviation. Donc on peut aujourd'hui trouver pour, je dirais, à peu près tous les investisseurs, différentes expositions, que ce soit sur du cycle long, du cycle court, des small cap, des large cap, des françaises. Il n'y a pas que des grandes entreprises du CAC 40, alors on a aussi des small cap. Oui, il y a des small cap, effectivement, en France, mais pas que, il y a aussi en Allemagne, qui sont directement exposés au plan RIARM que les Européens sont en train de mettre en place. Donc qui sont des fournisseurs potentiellement de grandes entreprises ou des producteurs directement qui font plus de 40%, je reviens sur cette définition, de leur activité. Tout à fait. Vous pouvez retrouver des systèmes infrarouges, des systèmes de freinage qui sont utilisés par des grandes entreprises, typiquement dans tout ce qui est communication satellite, pour la défense ou dans les avions, qui sont juste des producteurs peut-être de niche, qui sont donc pas forcément des énormes grosses capitalisations, mais d'entreprises de taille plus modérée. Aymeric Gastaldi, je reste sur ces small caps. Quand on parle de bourse dans une émission de télévision depuis plusieurs années, on entend toujours que les small caps, ça va être leur moment dans quelques mois. Bon, on l'attend toujours. Est-ce que là, si on prend une thématique, et non pas, si on ne parle pas des small caps au sens large, mais qu'on parle d'une thématique, cette thématique défense, est-ce que là, effectivement, depuis le comportement effectivement, de la thématique depuis quelques semaines, sur
il y a évidemment une sélection, mais là, est-ce qu'il y a des small cap défense avec lesquels on peut se dire, tiens, effectivement, là, ça peut être leur moment à elles, pour le coup? C'est clairement le cas déjà. C'est-à-dire que quand on regarde la performance en Europe, notamment du secteur de la défense, c'est plutôt les mid-cap. D'accord. Très très bien surperformé les large cap. Donc on peut penser à des entreprises comme Exosens, comme Renk, comme Rheinmetall, comme Hensoldt, notamment en Allemagne, qui ont des parcours assez extraordinaires depuis le début de l'année et bien supérieurs à des parcours que sont ceux des BAE Systems ou Thales, qui sont les large cap de l'univers. Et l'idée en fait, c'est que c'est des acteurs qui sont plus typés, qui sont plus purs sur la thématique que les large cap qui embarquent souvent une expédition à l'aérocivil ou à des secteurs autres que la défense. Donc oui, sur la défense, le moment des small cap est venu, c'est déjà le cas. La question de savoir est-ce que ça va durer. Nous pensons que oui, parce qu'il y a un retard de dépenses qui a été accumulé pendant 15 ou 20 ans par les grands pays de l'OTAN, enfin OTAN Europe surtout. Oui. Et ce rattrapage-là, ça veut dire 5, 10, 15% de croissance 5, 10, 15 ans de croissance à venir. 5, 10, 15 ans de croissance, oui. D'accord. Okay, oui. Parce que le rattrapage est juste monumental. On estime que juste sur l'OTAN, le retard en dépenses accumulées, c'est 1500 milliards de dollars. D'accord. On ne les comblera pas tous, et pas en 10 ans, et encore moins à 5 ans. Mais on a une visibilité sur la croissance qui est juste monumentale. Donc quand on parle d'un plan européen de 800 milliards de dollars, finalement, c'est pas si énorme que ça, si je comprends bien, par rapport au retard que vous constatez Absolument. Sur le secteur. Oui, c'est pas énorme. Alors, on ne comblera pas les 1400 milliards accumulés de retard. Mais vous savez, la défense européenne, grosso modo, c'est 400 milliards d'investissements par an. En passant de 2 à 3% du PIB, on va passer à 600 milliards. Et en fait, sur cette progression, il y a une part qui est disproportionnée côté équipement. Qui vont croître à sûrement x2, voire x3 dans les 5 prochaines années, et notamment les équipements européens. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais l'Europe ne source que 35% de ses équipements en Europe. D'accord. La volonté de la Commission européenne, c'est de passer à 50%. Donc si vous croisez la hausse des dépenses militaires, la hausse de la densité en équipement des dépenses militaires et la montée en puissance des équipements européens, vous avez un marché pour l'équipement européen de défense qui va faire x3 en une dizaine d'années. Donc pour ça, vous jouez les entreprises européennes. Et Gilles Constantini, alors Aymeric Gastaldi vient de répondre à la question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même, est-ce trop tard quand on voit effectivement ce qui s'est passé sur les marchés et sur la thématique de la défense depuis ces dernières semaines, quand on est investisseur particulier et qu'on se dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une opportunité, mais c'est peut-être trop tard pour moi pour y aller aujourd'hui? Alors, tous les chiffres qu'Aymeric annonce, c'est vraiment ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'on a une accélération vraiment très très forte des carnets de commandes. Ce que je peux vous dire, par exemple, Rheinmetall, le producteur allemand, ce matin a annoncé qu'il prenait encore 11 milliards de commandes sur le trimestre. Il faut savoir que c'est un groupe qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Et là, ils prennent 11 milliards de commandes sur un trimestre. D'accord. Ah, oui, donc, oui. il y a une accélération qui est absolument spectaculaire de la demande pour les produits de défense. Et ça, c'est parce qu'on a un besoin vraiment très fort en Europe. Il y a les fondamentaux de se réarmer. Et ça va durer très longtemps. Et c'est vraiment un constat qui est très fort. Donc, aujourd'hui, les cours de bourse, il faut le dire, quand même, anticipent déjà ça d'une certaine manière, ce qui est normal. Les marchés sont plutôt efficients. Donc, on anticipe cette demande. Tout le monde est capable de faire le calcul. Toutefois, il y a encore beaucoup, je dirais, d'upside risk, c'est-à-dire de commandes qui dépassent encore largement les attentes. Ce qu'on peut avoir comme idée en tête, par exemple, c'est que sur le front ukrainien, les Ukrainiens, aujourd'hui, envoient à peu près entre 4 et 7 000 obus par jour de ce qu'on appelle 150 mm, 155 mm. Ça, c'est l'équivalent 7 000 du stock d'inventaire que l'on a en France. D'accord, ok. Et c'est ce qu'on envoie en Ukraine une journée. Donc, si le conflit venait à durer, il va falloir équiper les gens durablement. On a un marché devant nous qui s'est ouvert, qui est absolument gigantesque. Est-ce que c'est anticipé? Probablement un petit peu. Peut-être que demain, si la guerre s'arrête, les cours de bourse vont chuter. Et pour des bonnes raisons. Sur cette thématique, mais il faut avouer que les budgets doivent augmenter. On a un besoin de sécurité en Europe de manière totalement autonome ou un peu plus autonome. Et ça, c'est parti pour durer pour une dizaine d'années. Merci messieurs de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Gilles Constantini, directeur général adjoint d'Amplégest, Aymeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à tous les deux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.
Et pour finir cette émission, donc l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur les influenceurs en finance. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Alors les influenceurs en finance sont de plus en plus nombreux et de plus en plus visibles sur toutes les plateformes qui existent. Qu'en pensez ? C'est la question qu'on va essayer de voir ensemble. Qu'en pense un professionnel de l'investissement, Régis Yankovici ? Écoutez, moi je me souviens, quand j'ai commencé ce métier il y a une trentaine d'années, qu'entre professionnels, on se désespérait du niveau en finance personnelle des clients. On disait aux clients intérêt composé, ils se décomposaient. On leur parlait de passer à l'action, ils pensaient que c'était une obligation. On leur demandait la devise de base de l'investissement, ils répondaient liberté, égalité, fraternité. Donc, je ne peux voir l'arrivée des influenceurs financiers que d'un bon œil. Parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de pédagogie et de compréhension des sujets financiers qui a augmenté grâce aux influenceurs financiers. C'est comme ça qu'il faut le voir ? Oui, sans doute. Les influenceurs financiers ont fait pour certains, un travail remarquable. Entre autres en pédagogie financière, mais un travail remarquable en termes de visibilité. Je crois que les algorithmes de YouTube et de LinkedIn n'ont plus de secret pour eux. Bien sûr, oui. Il faut rappeler aussi que ces personnes font du placement de produits quelque part, que ce soit des plateformes, des produits et financiers, en faisant attention à une chose, c'est que ces produits soient autorisés à la commercialisation en France. Bien sûr. Et également que le client, ceux qui les écoutent, soit informé de ce placement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc attention au placement de produits quand on suit effectivement des influenceurs, même en finance, d'ailleurs c'est valable pour tous les influenceurs, mais même en finance. Si on reste sur les influenceurs financiers, donc j'imagine que vous en avez regardé un certain nombre, qu'est-ce que vous pensez de la qualité du contenu ? Alors il y a à boire et à manger. D'accord. Évidemment, il y en a qui font vraiment un travail remarquable. Je ne vais pas les citer... peut-être se reconnaîtront-ils, mais il me semble qu'un certain nombre disent des choses déconnectées des attentes d'un investisseur privé. D'accord. Des choses qui sont peut-être vraies sur le papier, mais qui ne sont pas proches des attentes d'un client. En particulier, il y a le sacro-saint DCA. Bien sûr. Vous savez, Dollar Cost Averaging. Investir la même somme tous les mois, quels que soient les niveaux de marché, ou toutes les semaines ou tous les jours. Exactement. Ça dépend, C'est-à-dire qu'ils ont réinventé l'investissement programmé qui existait depuis un certain nombre d'années. Alors, sur le papier, c'est intéressant, mais déjà, ça bat en brèche une idée vraiment de base, qui est de dire on achète quand c'est pas cher et on vend quand c'est cher. Ça, c'est paysan, quoi. Oui, bien sûr. Et pour autant, eux nous disent, on ne sait rien, on ne sait pas, donc on achète tout le temps. C'est évidemment plus simple d'expliquer à quelqu'un, fermez les yeux et achetez, plutôt que de se creuser la cervelle pour savoir si le marché est cher. Et puis, vous savez, ils se basent sur des hypothèses de 8% par an. On voit que ce début d'année, c'est un peu compliqué pour les atteindre. Alors, c'est pas chaque année, ils le disent, hein, ça, évidemment. Mais il faut bien comprendre que faire une performance annualisée de 8%, quand on commence, je sais pas, on investit 100 000 euros au départ et on fait 8% annualisé, c'est pas la même chose que d'investir 10 000 euros pendant 10 ans et de faire 8% annualisé. Oui, bien sûr. On les fait les 8% annualisés, mais je regarde mes chiffres. Dans un cas, on obtient 215 000 euros. Dans l'autre cas, on est à 145 000 euros. Donc ce grand écart de 70 000 euros, il faut pouvoir l'expliquer aux clients qu'avec la même performance annualisée, on n'arrive pas à la même somme d'argent au bout. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, effectivement, ça défriche un peu le sujet, mais c'est une première étape. Ça reste utile quand même dans la compréhension des marchés financiers ? Ils sont évidemment utiles. Ils jouent un rôle pédagogique très important et ils sont en même temps dangereux pour certains d'entre eux, bien évidemment. Parce que vous savez, un investisseur qui débute va passer par 4 phases. Au début, il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, il croit savoir. Ensuite, il est certain de tout savoir. Et la 4e étape, il sait ce qu'il sait et il sait ce qu'il ne sait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde est en phase 3. Ils pensent tout savoir parce que globalement, les marchés sont bien comportés ces dernières années. Oui, donc ces méthodes ont fonctionné ces dernières années. Exactement. Et le passage de l'étape 3 à l'étape 4, c'est-à-dire de définir les contours de leurs connaissances, risque de coûter très cher aux clients. Très rapidement. Qu'est-ce qu'on conseille aux influenceurs en finance ? Alors, aux influenceurs en finance, j'ai envie de leur dire, arrêtez de donner des solutions toutes faites. Aidez les investisseurs à se poser les bonnes questions. Merci Régis Yankovici, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.